Jean-Marc Jancovici est donc avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ingénieur, professeur à l'école des mines, cofondateur du cabinet Carbone 4, qui s'intéresse, et c'est l'une des questions qu'on verra ensemble, à ce que peuvent faire les entreprises dans l'ensemble de ces grandes questions de transition climatique qui vont nous occuper pendant une demi-heure au moins. Alors, je vous le disais, je parle de Jean-Marc Jancovici couramment, moi, et donc, je sais que, et c'est un élément qui m'avait beaucoup perturbé, vous disiez, écoutez, c'est simple, hein, les accords de Paris, il faut 4% de baisse de PIB chaque année pour y arriver. Ah, 4% de baisse, oui, de PIB, oui. 4% de baisse de PIB. Bon, allez, 4-5, je vous en accorde 5 Non, si vous c'était 5 de baisse de gaz à effet de serre et je veux bien un point d'efficacité énergétique, carbone, etc. Donc 4% de baisse de PIB chaque année pour y arriver. On les a, Jean-Marc. Oui. Et je lis partout que ça ne sert à rien. Ah non, c'est pas que ça ne sert à rien. Il faut bien voir que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et plus encore celle qu'on pourrait construire pour demain, est le résultat d'un siècle et demi d'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. D'accord, mais là... il va falloir qu'on fasse des efforts dans l'autre sens pendant un siècle. C'est pas une fois. Donc là, vous constatez que ça ne sert à rien de faire un effort ponctuel. Mais ça, tout le monde le sait, on le sait depuis très longtemps. Non, mais 4% de baisse de PIB, là, maintenant, je lis partout. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai ou pas? Je lis partout, il n'y a pas de baisse significative. Bien sûr que si. Il y aura cette année quelques pourcents de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Bien sûr que si. Si. 5% de cet ordre-là. Bon. Mais on voit le prix qu'on paye. Oui, mais si vous avez séché l'école pendant 20 ans et qu'au bout de la 21e année, vous décidez d'y retourner, c'est pas au bout de la première semaine que vous avez rattrapé votre retard, ni même au bout de 12 mois. Donc là, on a accumulé un passif pendant un siècle et demi qui est allé en croissant. On ne va pas corriger ça par un coup de baguette magique en une semaine, ni même en une année, ni même en 10. Non, mais c'est que la baguette magique, c'est pas une baguette magique, c'est une massue. Elle nous est tombée en pleine figure et elle est insupportable. C'est-à-dire, oui, je savais pas ce que ça... Attendez, je savais pas ce que ça voulait dire en fait, en gros, 4% de baisse de PIB. Je me doutais bien que c'était grave, mais je savais pas ce que ça voulait dire à l'échelle mondiale en fait. Il y a longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Je suis même pas sûr que 2008 ce soit de 4% de baisse de PIB à l'échelle mondiale, c'est moins que ça. Bon ben je sais ce que c'est. C'est pas possible, Jean-Marc. Voilà. Si c'est possible, c'est ce qui nous attend malheureusement. Dès le début, de la fin des années 60, il y a des dynamiciens des systèmes au MIT. Alors je sais que vous aimez beaucoup la technologie, vous n'allez pas dire que vous n'aimez pas le MIT. Le MIT, Boston, Harvard, aucun problème le MIT, aucun problème. Vous dites amen. Donc, des dynamiciens des systèmes du MIT ont publié une étude qui a été vulgarisée sous le titre The Limits to Growth et qui en France a été mal traduite sous le terme halte à la croissance, mais en fait ça a été vulgarisé sous le nom de rapport du Club de Rome. En fait, c'était pas le rapport du, c'était le rapport au Club de Rome et c'était fait par une équipe de physiciens et de matheux. Et ils ont dit, à partir du moment où notre économie est un système linéaire qui prend dans les ressources naturelles, qui transforme et qui jette, à partir du moment où c'est ça, non seulement il ne peut pas y avoir de croissance infinie, mais on peut même prédire qu'après une phase de croissance, vous avez un pic et une phase de décroissance. Donc à un moment, vous rentrez dans un déclin structurel, exactement comme votre corps, comme le mien, au grand âge que nous avons et avec les cheveux blancs, quand on a la chance d'avoir des cheveux. Non, mais il y a une partie de ses performances physiques, c'est comme ça. Mais il y a les gains de productivité, Jean-Marc. Productivité, enfin, vous le savez mieux que moi, c'est quoi? Il faut... les machines, les gains de productivité. Ouais, c'est les machines, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est les machines. Vous portez des vêtements qui ont été faits par des machines. Vous avez mangé à midi, enfin si vous avez mangé, ce que je vous souhaite, sinon votre métier est très très difficile. Vous avez mangé des choses qui ont été cultivées par des machines. Absolument, voilà. Mais bien sûr. Qui ont été transportées par des machines, qui ont été réfrigérées par des machines. Mais qui sont elles-mêmes de plus en plus efficaces. Sous limite de ce que la physique nous autorise. Alors je vais vous donner un exemple tout con. Vous vous rappelez peut-être qu'en physique, dans vos jeunes années, vous avez vu que l'énergie cinétique d'un objet, c'est la moitié de la masse fois le carré de la vitesse. D'accord? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que vous prenez un objet d'une masse donnée, que vous voulez amener à une vitesse donnée, vous ne pourrez jamais dépenser moins d'énergie pour ça qu'un demi de MV2. Vous pouvez invoquer tous les économistes de la Terre, etc. Vous ne pouvez pas. Toute l'innovation de la Terre, tous les GAFA de la Terre. Ne violera pas la physique. Voilà. D'accord? Même Google. Même Google. De même qu'on a une Terre qui fait 13 000 km de diamètre et personne avec... Oui, mais Jean-Marc, là, il ne s'agit pas de stagnation. Je comprends, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a des économistes qui... C'est le grand débat des économistes aujourd'hui, hein, la fameuse stagnation séculaire. Là, vous me parlez d'une régression de 4% du PIB par an. Je vous dis, c'est insupportable. Et je vous dis, on en aura d'autres. Oui, mais alors je vais... Notre culpabilité collective ou notre faute collective, c'est de ne jamais avoir envisagé cette possibilité et donc d'avoir aucun plan qui soit prêt pour ça. Aucun.
Parce que pendant très très longtemps, et je vais un peu vous taquiner, vous savez que c'est une marque de fabrique, sur aucun plateau de télé nulle part, on a taquiné les économistes et les hommes politiques en leur disant « Très bien, vous voulez la croissance, admettons qu'elle ne soit pas là. Vous avez un plan qui est prêt ?» Bon. Non, mais même sur le réchauffement, vous retombez sur, je crois que c'est René Dumont, campagne présidentielle 1974. Il dit absolument tout. Et tout était écrit. Tout est dit, tout est écrit, tout. Dit dans le fameux The Limits to Growth, on parle déjà du changement climatique et de l'effet de serre. Et moi, j'ai en tête une série de notes d'un ingénieur des mines absolument génial qui, en 1990, avait tout compris. Oui, mais c'est le propre des prophètes, ça, tout Jean-Marc. compris. Donc, non, mais il faut que la prophétie à un moment se réalise pour qu'on commence à y croire. Oui, parce qu'on est des animaux gouvernés par nos sens. Eh ben et alors moi, je vous le dis aussi, la prophétie 10 ans après la croissance, la décroissance, elle existe, et c'est pas une prophétie, c'est quelque chose qui est très solidement argumenté. Et donc, on va commencer à le voir avec nos sens, et on va pas trouver ça drôle, parce qu'on n'a justement pas voulu le voir avec notre cortex, et donc on n'a rien préparé pour ça. Mais on va y avoir droit. Ça veut dire. Et nous, et vous et moi, qui sommes des CSP+, à peu près préservés des aléas de la vie jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé à sentir dans notre chair ce qui est déjà en train de se passer pour une partie de la population française depuis 10 ans. Tout à fait. Déjà. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Non, mais je vous suis. Et je vous suis tellement que ça veut dire que... Dans mon propos, c'est pas de dire... Ça veut dire que c'est insupportable. Ça veut dire que les dégâts provoqués par cette baisse de 4% du PIB chaque année vont être bien pires et beaucoup plus immédiats en termes de révolte, en termes de tout ce qu'on peut imaginer, que le réchauffement climatique. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'une partie de la baisse du PIB que nous allons avoir à l'avenir sera due... En fait, la manière dont on a conçu la convention économique jusqu'à maintenant est une manière qui est impropre compte tenu des problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous savez que l'économie que vous avez apprise à l'école, comme moi, du reste, il y a 2 facteurs de production qui sont tous les 2 des facteurs humains. Il y a le travail humain et il y a le capital humain. Absolument. Bon. Vous portez, en l'occurrence, des vêtements qui contiennent des fibres synthétiques. Je suis sûr que vous avez un bout de poly machin chouette dans la doublure de votre veste. Forcément. Voilà, vous me croyez. Smuggler, made in France. Faisons un peu de pub. Pas totalement made in France. Et je l'ai payé d'ailleurs. Parce que tout ce qui est synthétique sur cette veste est un dérivé de la pétrochimie. Oui. Donc c'est du pétrole qui ne vient pas du tout de France. Voilà. Comme nos masques. Comme nos masques. Eh bien, ce pétrole, Mère Nature nous l'a donné gratuitement. Oui. Vous n'avez rien payé pour la formation du pétrole. Oui. Vous avez du métal, un peu quelques objets en métal sur vous. Ce métal vient du minerai de fer. Personne n'a payé pour la création du minerai de fer sur Terre. Ça nous a été donné gratuitement par la nature. Donc en fait, si je prends un jargon un tout petit peu comptable, dans les coûts de production, jamais nulle part, vous allez trouver une dotation aux amortissements. Parce qu'on tape dans des ressources naturelles non renouvelables. Et jamais nulle part, vous n'allez trouver des provisions pour risque, parce que nous créons des perturbations futures qui auront un coût. Je fais une petite incidente. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait marrer, parce que c'est l'université de Chicago, donc celle de Rockefeller et de Friedman, quand même. Il y a 2 chercheurs de l'université de Chicago qui ont publié un papier il y a une quinzaine de jours, dans lequel ils disent le coût des dégâts du changement climatique, si on prend un taux d'actualisation qui est raisonnable, donc pas un truc dément, et qu'on regarde sur un horizon de plusieurs siècles, ça peut monter jusqu'à $600 000 la tonne de carbone, auquel cas, même avec le quart de cette valeur, un Français, chaque année, détruit 10 fois plus qu'il ne crée de valeur avec son PIB par personne. 2 choses là-dessus. Attendez, parce que c'est super important ce que vous avez tout, mais c'est super important. Et je tiens à faire un peu de pédagogie du truc. La convention économique que nous utilisons aujourd'hui est totalement inappropriée dans un monde fini. En fait, elle marchait très bien dans le monde infini, et dans un monde fini, elle ne permet pas d'anticiper ce qui va se passer. On est d'accord. $600 000 la tonne de carbone, juste pour donner une idée aux gens. Hein. En ce moment, les conventions vont de 20 à 100 euros la tonne de carbone, ça, voilà, à peu près. La tonne de CO2. Donc ça fait 4 fois plus en carbone. Vous allez lire Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale. Il a un hashtag qui s'appelle Mark2Planet. C'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire, il faut rentrer dans le bilan des entreprises en termes comptables. Exactement. L'Arabie Saoudite, OK, vos réserves de pétrole, valorisées combien, dépréciées combien, etc. Oui. Le Mark2Planet, comme on a le Mark2Market, on est d'accord là-dessus. L'Oréal, par exemple, commence à le faire. Bon. Mais c'est pas sur ce terrain-là que je veux vous emmener, moi, en fait, Jean-Marc. Oui. C'est sûr. Alors, je vous ai dit qu'on allait citer du Pascal Canfin, donc ça vous inquiétait, mais vous allez voir. Donc Pascal Canfin, c'est député LREM et président de la commission environnement au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'il a dit hier ? Arrêtons de financer de grandes infrastructures et des équipements sans savoir comment ils se comporteront face au choc climatique. Pourquoi est-ce que, étant donné que la bataille est perdue, ou en tout cas insupportable,
Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à s'adapter plutôt qu'à essayer Il faut le faire aussi. Mais on va devoir s'adapter à 2 évolutions simultanées. Et ça, si vous lisez couramment le Jean Covici dans le texte, parce que vous, vous n'allez pas être surpris par ce que je vais dire. Ça fait des années et des années que j'explique que malheureusement, l'inaction du moment nous prépare un futur où on va se payer 2 emmerdements pour le prix d'un. Ça va être le double effet qui se coule. On va avoir moins de ressources, donc moins d'économies pour gérer plus d'emmerdements, parce que le changement climatique est un processus avec une inertie considérable. Et par exemple, un truc que peu de vos confrères ont dit, et je trouve ça dommage, parce que du coup, les gens n'ont pas assez peur, entre guillemets, mais une bonne peur, celle qui fait comprendre que vraiment, il faut s'en occuper. La dérive climatique des 20 prochaines années est déjà écrite. C'est-à-dire, elle est embarquée dans nos émissions passées. D'accord ? Donc, et le climat de 2020 est perdu à jamais, de toute façon, quoi qu'on fasse à l'avenir. D'accord ? À partir de maintenant, nos enfants vont vivre dans un climat en dérive, et nos petits-enfants vivront dans un climat en dérive, pour ceux qui vivront, etc., jusqu'à la fin de l'humanité, parce que l'humanité va encore vivre quelques milliers d'années. Eh bien, pour les quelques milliers d'années qui viennent, le climat stable n'existera plus. Bon. Donc on est sorti d'un état de climat stable qui était celui qui a permis la sédentarisation de notre espèce et qu'on connaissait depuis 10 000 ans. Et là, on a mis en route une machine infernale qui s'appelle la dérive climatique, qu'on peut tamponner, qu'on peut limiter. Donc c'est à ça que j'essaye de me consacrer, avec le succès que l'on sait, vu ce qui se passe. Mais oui, mais parce qu'on va y aller. Le problème, c'est que c'est irrationnel, notre combat. Mais allez, finissez. C'est pas irrationnel. Non, finissez la dérive. C'est pas intuitif, ce qui est différent. Et donc, c'est l'accumulation dans l'atmosphère qui crée un stock qui ensuite ne se résorbe que très lentement. Le surplus de CO2 qu'on a rajouté dans l'atmosphère à date, là, si demain matin on arrête les émissions, il faudra attendre plus de 10 000 ans pour qu'ils disparaissent. Mais c'est quoi le double emmerdement ? Le premier emmerdement, c'est ce climat de dérive. C'est la dérive. Et le deuxième emmerdement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de transformer notre environnement et de faire face à tout, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Parce que l'énergie, c'est des croquettes pour machines, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'être Iron Man pour de vrai. Tout à fait. Donc le parc de machines dans le monde, c'est Iron Man en pièces détachées. Tout à fait. Et Iron Man en pièces détachées a multiplié la puissance musculaire de l'humanité par un facteur 200 en ordre de grandeur. Alors je vous la joue à l'envers. C'est donc les machines qui produisent. Si les machines n'étaient pas là, donc si on n'avait ni pétrole, ni gaz, ni charbon, et marginalement pas de chute d'eau et pas de nucléaire, mais à l'échelle mondiale, et encore plus marginalement les panneaux solaires et les éoliennes, si on n'avait pas pétrole, gaz et charbon, en gros le PIB mondial serait divisé par 200. Oui, mais on l'aura toujours ça. Enfin, c'est-à-dire, il y aura toujours des sources d'énergie. Bah non. Hydrogène, c'est un délire d'ingénieur. Ça n'existe pas à l'état natif de manière significative. Non, mais on peut le créer assez facilement, notamment avec des centrales nucléaires. Le physicien va vous dire que pour obtenir de l'hydrogène, en gros, c'est le premier élément. Électrolyse de l'eau. C'est le premier élément dans l'univers. Le plus abondant. Alors, il y a énormément d'hydrogène dans le Soleil. Mais même Elon Musk, pour le moment, n'a pas proposé de mettre un gros tuyau. Voilà. Il n'a pas proposé ça pour le moment. Il y a encore plus d'hydrogène dans les galaxies lointaines. Mais dans l'eau, Jean-Marc. Et il y en a dans l'eau. Sauf que dans l'eau, il est cramponné à l'oxygène. Et donc, il faut employer de l'énergie pour casser la liaison entre. Il faut provoquer le divorce. Et ils s'aiment beaucoup, ces deux-là, d'accord ? C'est Roméo et Juliette, d'accord ? Donc, et donc, pour les séparer, vous allez devoir injecter de l'énergie, utiliser de l'énergie, celle de l'électrolyse, ou aujourd'hui, celle qu'on prend dans un autre processus qui s'appelle le steam methane reforming. Enfin, oui, mais ça, il ne faut pas, parce que ça, c'est l'hydrogène gris, ça ne règle pas nos problèmes de CO2 par tonne d'hydrogène. Bah oui, mais si vous faites de l'électrolyse, il faut injecter autant d'électricité dans le système que ce que l'hydrogène derrière va vous restituer comme énergie en brûlant ou en étant utilisé dans une pile à combustible. Donc vous êtes, comme selon une maxime célèbre de mon école, ramené au problème précédent. Avec quelle énergie vous faites l'électrolyse de l'eau ? Avec les centrales nucléaires qui tournent à vide la nuit. Ah, alors elles ne tournent pas tant que ça à vide la nuit, quand même. Parce que la nuit, il n'y a pas de soleil, et donc elles vont alimenter les pays qui ont des panneaux solaires. Oui, mais peu importe. Non, mais enfin bref, l'équation ne tient pas. L'équation ne tient pas pour une autre raison, c'est que quand vous regardez... En fait, tout ça est un problème d'ordre de grandeur. Exactement. Si demain matin, je ne sais pas combien vous êtes payé à Besmart, mais sûrement beaucoup plus qu'un smicard. Donc si demain matin... Ah non, peu, je suis président, vous savez. Ah oui, mais... Tiens, je tiens à le dire encore une fois d'ailleurs, c'est Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui me paye, vous savez, Jean-Marc Bay, créateur d'entreprise, voilà, et donc bravo à Pôle emploi. Mais si demain à ceux qui ont mis au point ces dispositifs. Si demain matin, compte tenu des charges que vous avez contracté dans votre vie d'avant, vous étiez bien payé. Vous dites, j'ai pas de problème, je vais me consacrer à un autre métier qui me plaît beaucoup plus, sauf que je serais payé 250 € par mois. Quelqu'un peut vous dire, vous voyez, il n'y a pas de problème, vous avez toujours un salaire. Vous êtes toujours... Bon, mais et c'est l'ordre de grandeur. Et c'est l'ordre de grandeur pour l'hydrogène. Alors, exactement. J'ai publié il n'y a pas longtemps une petite tribune dans l'Express dans laquelle j'explique que si par exemple on veut passer à l'hydrogène le pétrole des transports en France, à peu près 40 millions de tonnes de pétrole, il faut doubler la production électrique française.
Alors, vous voyez déjà le pataquès que c'est dans ce pays pour ajouter un réacteur. Ah, m'en parlez pas. Sans compter que quand on en a rajouté un, on en ferme 2. Bravo. Donc, pour doubler le parc électrique français... Je ne voulais pas vous amener sur ce terrain-là, d'ailleurs, parce que tout le monde vous y amène, et je ne voulais pas vous y amener sur ce terrain nucléaire. Du nucléaire, c'est-à-dire que le nucléaire ne se développe bien que dans un cadre étatique planifié constant. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, les 2 pays qui sont les grands champions du nucléaire, c'est la Chine et la Russie, qui ont tous les 2 des États forts, déterminés, qui savent où ils veulent aller et qui y vont. Quand en France, le nucléaire, ça fait 20 ans qu'il sert de variable d'ajustement pour les accords électoraux. Donc c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je te ferme un réacteur, un coup je te dis quand même c'est vachement bien ce que vous faites, etc. On ne peut pas faire des choses sérieuses dans ce genre de contexte. Donc tant que des gens pour se faire élire penseront qu'ils peuvent troquer leur droit d'aînesse nucléaire contre un plat de lentilles électoral, on n'ira jamais nulle part sur ce. Donc on en fera un peu de temps en temps, pas très bien, etc. Alors c'est un peu en train de changer, mais le temps que la machine se remette en marche, il y en a encore pour 5 à 10 ans. Bon. Parce que c'est mais vous voyez, c'est ça, parce que, alors, ok, hydrogène hors de grandeur, mais il faut qu'on aille sur les entreprises face à tout ce qu'on dit là. Il y a un truc intéressant à faire avec l'hydrogène, c'est effectivement d'électrolyser de l'eau avec de l'électricité nucléaire, parce que vous avez un réacteur qui fonctionne à 80 ou 90% du temps décarboné. Et derrière, c'est les applications industrielles qui sont intéressantes pour l'hydrogène. Et des applications industrielles intéressantes dans un monde qui se décarbone, il y en a 2. Il y a la fabrication des engrais, parce qu'on va continuer quand même à utiliser des engrais azotés un certain temps. On ne va pas revenir demain matin au fumier de cheval pour tout le monde. Il n'y a pas assez de chevaux et voilà. Non mais... Voilà. Toujours les ordres de grandeur. Toujours les ordres de grandeur. Et la deuxième application industrielle qui pourrait être très intéressante, c'est la fabrication de l'acier. Parce qu'on peut remplacer le charbon qui s'appelle du coke, qui est noir et non pas féminin, qu'on utilise pour réduire le minerai de fer, donc pour enlever l'oxygène de l'oxyde de fer. On pourrait le remplacer par de l'hydrogène et à ce moment on peut faire de l'acier sans CO2. Enfin, avec très peu de CO2, on va dire. Ça, c'est une application industrielle qui est intéressante. L'acier, c'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors 4%, pour donner un ordre de grandeur, c'est la flotte mondiale de camions. Dès que vous entendez 4%, c'est la flotte mondiale de camions. Alors, très bon chiffre. Non, mais allons-y parce qu'il faut qu'on avance quand même. On a beaucoup de temps, mais il faut qu'on avance quand même. Donc ça, c'est 2 applications intéressantes. Les transports, vous oubliez. Mais non. C'est l'hydrogène dans les transports. Moi, là, je prends tout ce que vous venez de me dire. Et les ordres de grandeur sont pas là. Jean-Marc, je prends tout ce que vous venez de me dire, qui est absolument passionnant. Voilà. Et je vais, j'en sais rien moi, trier mes déchets. Mais c'est ridicule, en fait. Alors c'est absolument ridicule. Si on se limite à ça, c'est ridicule. En fait, la bonne manière de gérer les déchets, c'est d'acheter le moins possible de trucs qui se jettent. L'acte individuel, Jean-Marc, il n'a aucun sens. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un certain nombre d'actes individuels. En fait, tout se répond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans un système, là, tout l'effort repose sur les épaules du politique, des journalistes qui font mal leur boulot, ou des... Si, parce que c'est des investissements massifs qui sont nécessaires. Oui, mais ils sont nécessaires si vous avez le marché. Donc en fait, à un moment, vous avez 4 rouages qui doivent fonctionner, qui doivent tourner dans le même engrenage. Vous avez les consommateurs, vous avez les producteurs, vous avez la puissance publique et vous avez la finance, on va dire. Voilà. Et il faut aligner ces 4-là. Et chaque mouvement de l'un de ces 4 ensembles qui permet de faire progresser le système par effet de cliquet, il est toujours bon à prendre. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas un grand chef d'orchestre du tout quelque part sur la planète qui va d'un coup de baguette magique. Exemple. Tel Merlin l'Enchanteur. Exemple. Rentrons dans le dur et dans le concret, par exemple. Je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Non, mais attends, moi je veux exemple concret. Article très intéressant que vous avez relayé du Guardian qui m'apprend que le développement des SUV aux États-Unis, donc c'est les trucs massifs, hein, c'est pas les nôtres, hein, c'est les Américains, hein, c'est 3,5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère par an. Voilà. C'est moins que la fermeture de Fessenheim. Donc, moi, je suis industriel de l'automobile, ou je suis ouvrier ou ingénieur de l'automobile. Je dis, on est en train de me flinguer, parce qu'on va flinguer les SUV, ce qui donne de la marge à mon industrie, ce qui permet à mon industrie de vivre, au nom de décisions politiques irrationnelles. À un moment, ça ne va plus marcher, on va le refuser. Sauf que vous avez une autre manière de régler le même problème, qui ne va pas vous plaire parce que vous êtes un grand libéral, mais je vais quand même vous la donner. Vous faites du protectionnisme intelligent. Parce que je pense qu'on ne réglera pas le problème climatique sans faire du protectionnisme intelligent. Et on n'est pas à armes égales, nous les Européens, avec les Chinois et les États-Unis dans cette affaire, parce que là, on a affaire à 2 pays qui sont uniques. La Chine est un seul pays, les États-Unis, c'est un seul pays, donc ils ont le contrôle de leurs frontières. Donc certes, ils sont dans les accords de libre-échange, mais enfin, s'ils veulent les adapter un peu à leur sauce, ils n'ont qu'à se mettre d'accord avec eux-mêmes. C'est quand même plus facile de se mettre d'accord à 27. On est d'accord.
Vous pouvez très bien régler le problème en disant aux constructeurs, et j'ai testé le discours avec, alors pas les dirigeants des constructeurs, mais avec des cadres pris à droite, à gauche, etc. J'ai testé le discours. Hein. Vous leur dites, voilà, en France, on décide qu'on convertit les chaînes automobiles à la fabrication de voitures à 2 litres au 100. Donc c'est des voitures qui seront des petites voitures. Ça ne sera pas des SUV, d'accord ? Derrière, je vous protège contre les importations, donc il y a du protectionnisme. Je force les gens à changer. Donc justement. Ouais, mais Jean-Marc, c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Parce que c'est quoi l'alternative ? Qu'est-ce que c'est que l'alternative ? L'alternative. C'est de rouvrir Fessenheim. Pardon, ça ne rien sur les voitures. Non, mais ça nous fait 3,5 millions de tonnes de CO2 en moins. Mais 35 millions de bagnoles, 40 millions de tonnes de pétrole, ça ne suffira pas de rouvrir Fessenheim. Bon. Donc, la planification, ça nous a quand même pas si mal réussi hein, dans l'après-guerre. Hein. Ça nous a... Alors, pardon, je le dis d'un mot, ça nous a réussi à un moment, comme disent les Anglais, les vents étaient porteurs et même les cailles volaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça nous a réussi à un moment où vous lanciez n'importe quoi, ça marchait. Oui. Même l'Union soviétique de Khrouchtchev, elle arrivait à planifier et elle arrivait à laisser penser qu'elle allait y arriver. Quand même moins bien que nous, globalement. Un peu moins bien que nous. Bon, oui. Ils ont quand même... Bon, enfin bref. Donc, non, mais je comprends c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, à un moment, vous vous dites, il faut administrer l'économie si on veut en sortir. Il faut plus l'administrer, plus la planifier, parce que toutes les choses qui sont du ressort de la puissance publique, et notamment toutes les infrastructures, ça a des pas de temps qui sont très longs, ça dure longtemps. Un système de chemin de fer, un système de route, un système électrique, tout ça, le pas de temps, c'est le siècle. Et vous savez très bien que pendant que nous, on fera ça et on rentrera dans ce champ de contraintes, les Américains ne le feront pas une seconde. Mais je m'en fous des Américains parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire sans que les Américains, sans donner leur avis. Je vais vous donner des exemples. Alors, je continue. Comme vous parlez couramment de Jean Covici dans le texte, vous n'aurez pas manqué de remarquer que j'ai, depuis maintenant 2 ans, j'explique partout que l'Agence internationale de l'énergie a publié en décembre 2018 un document que vous connaissez évidemment, non ? Non, allez-y. Le World Energy Outlook, qui dit que le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en... Sans doute, oui. Ah non, c'est pas sans doute, parce que Jean Covici dans le texte vous dit 2008. Bon. Le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en 2008. Ouais, oui, absolument. D'accord. Et depuis, non, mais ça, je vous suis, oui. Alors, vous allez voir, je vais en venir derrière. 2008, ça vous rappelle rien ? Oui, bien sûr, oui, bah si, quand même. Si. Bon. Alors, 74, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, pareil. De quand date le chômage structurel et l'endettement structurel ? 74. Oui. Bon. 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? Accélération des taux d'endettement, de taux d'intérêt négatifs qui commencent à arriver, quantitative easing absolument massif qui ne fait pas repartir le PIB, enfin dans les pays occidentaux. En fait, c'est un deuxième choc énergétique et c'est le début du déclin du pétrole conventionnel qui en est la cause. Oui, d'accord. Pour le moment, on a compensé le déclin du pétrole conventionnel avec le shale oil et les sables bitumineux. Le shale oil est une machine à perdre du cash, c'est-à-dire que les producteurs de shale oil aux États-Unis sont à cash flow pétrole de schiste, les amis, shale oil, pétrole de schiste, États-Unis. Ils sont à cash flow négatif depuis le début de l'industrie. Ne regardez pas comme ça, c'est dans les documents qui sont non, mais si vous le dites, oui, si vous le dites, je vous crois. Allez regarder les sociétés d'intelligence économique dans ce secteur-là, ils vous le disent tous, c'est à cash flow négatif. Bon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le quantitative easing a créé des poches d'investissement absolument partout. Une fois que les gens ont leur pognon, ils se disent dans quoi est-ce que je pourrais... D'accord. Comment ça nous ramène un sujet, ça. Alors vous allez voir. Donc le shale oil est un truc qui a permis de faire croître les volumes, alors que ça gagne jamais d'argent. Parce qu'il y avait le quantitative easing et que par ailleurs le pétrole est quand même un truc important pour les États-Unis. Ouais. Là, le shale oil est à l'arrêt, c'est-à-dire que les plateformes de forage ont été divisées par 4 depuis mars. Ça repart pas là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça repart pas. Et à partir du moment où le shale oil va s'arrêter de croître, simplement s'arrêter de croître, le monde entier entre en déclin pétrolier structurel. Et c'est pas une année, il y aura beaucoup moins de pétrole. On s'en fout. Non, parce que le pétrole, c'est les machines, et les machines, c'est le PIB. Donc ça veut dire... On a besoin de moins en moins de pétrole, année après année, avec les gains d'efficacité qu'on fait, avec la digitalisation des systèmes. Combien consomme votre voiture ? Pas beaucoup, justement, c'est ces voitures dont vous rêvez, là, vous voyez. J'en sais rien, en fait. C1, combien elle consomme, la petite C1, là Bon, 5 litres au 100. Ouais. Bon, moi, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux. Vous savez combien elle consommait 5 litres au 100. C'est ça, elle était très légère. Sauf que donc, en fait, on a affecté les gains d'efficacité énergétique pas du tout à baisser la consommation des voitures. On a rajouté des airbags, des portières plus épaisses, l'autoradio, les papouilles dans le cou, etc. Et maintenant, les bagnoles font 1,5 tonne. Alors que quand j'ai appris à conduire, elle faisait 500 kilos. Donc l'efficacité... Elle tue beaucoup moins quand même.
juste en passant. Ça dépend comment. Boîte de chevaux, à mon avis, prenez moins le choc que. Ouais, enfin globalement, même les la voitures C1. consomment beaucoup plus de pétrole, donc elles font faire beaucoup plus de changements climatiques, donc elles tueront beaucoup plus. Ah oui, vu comme ça, oui. Eh oui, mais il faut élargir un peu le. Non, Jean-Marc, parce que quand même, moi je voulais vous ramener sur le sujet des entreprises, votre sujet. Oui. C'est-à-dire, quand on dit tout ça, quand on aligne l'ensemble de. Je dis la même chose aux dirigeants d'entreprise que je croise. Hein. Eh ben, à ce moment-là, ils vous disent. Et pourtant, j'ai des clients. Et Non à ce moment-là, merci Jean-Marc, je vais continuer, puis on va attendre de crever tous ensemble. Hein. Non, Carbone 4 faisait 25 personnes il y a 3 ou 4 ans, on en fait 75 aujourd'hui. Non. Donc ça veut dire, vous savez, c'est la fameuse parabole du colibri qu'on voit partout là. Donc ça veut dire que chaque entreprise, c'est en fait un petit colibri dans cette histoire qui porte, porte des gouttes d'eau. Je le dis d'un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas, le colibri qui, avec son petit bec, porte des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'énorme feu de forêt. Alors Bon. ils doivent composer avec plusieurs impératifs, les entreprises. Ils doivent composer avec le fait qu'ils doivent garder des clients. Mais ils doivent aussi composer avec le fait qu'ils doivent garder des employés. Alors, quand vous êtes dans une entreprise d'une certaine taille, garder des employés, ça veut dire en recruter tous les ans. Et en général, dans les entreprises d'une certaine taille, vous avez envie, dans le recrutement annuel, d'avoir notamment des gens dont vous vous dites, ceux-là, ils sont plus smart que la moyenne. C'est eux qui vont me trouver tout un tas de bonnes idées qui vont faire mon business futur. Bon. Il se trouve qu'en ce moment, vous avez de plus en plus de jeunes qui disent, écoutez les vieux, ça commence à bien faire, on a l'impression que notre avenir, vous en foutez complètement, dont la figure emblématique de ce mouvement est Greta Thunberg, Absolument. qui est pour moi une adolescente qui crie son angoisse, c'est tout ça et juste ça, et il faut l'écouter, parce qu'elle ne fait que crier son angoisse. Voilà. Et donc l'entreprise qui veut attirer ces gens-là doit envoyer des signes. Non seulement l'attirer, mais les garder. Oui, et elle doit envoyer des signes qu'elle s'en préoccupe. On reçoit 100 candidatures par semaine. Ok, et là-dedans, il y a énormément de gens qui sont dans des grandes boîtes en disant chez moi, il se passe rien, j'ai pas envie d'y rester. Ok, Jean-Marc. Et donc, vous donnez aux entreprises les moyens de faire l'affichage qui va bien. Non, mais pas d'être efficace pour éviter le drame que vous venez de nous décrire pendant une demi-heure. Non, parce que je suis le même dans la sphère privée que devant vous, et donc je tiens le même discours vérité, et on essaye de ne pas travailler avec des entreprises qui veulent juste faire du greenwashing. Celle-là, non seulement on ne veut pas travailler avec, mais de temps en temps, je ne me prive pas de dire publiquement que c'est du greenwashing. Donc, non, on essaye d'être. Et donc, votre conviction, c'est que tout ce qu'elles peuvent faire, elles, collectivement, va permettre de limiter la catastrophe qu'on vient de décrire. Non, mais on a alors de limiter ou de contribuer à limiter, parce que personne ne porte. Il n'y a pas Atlas dans cette histoire. Personne ne porte toute la terre sur ses épaules. Hein. Par contre, il y a des moyens de rentrer là-dedans qui sont des moyens sans regret. Alors, les moyens sans regret, c'est de se dire, par exemple, si on doit avoir des mesures réglementaires qui deviennent plus dures sur le CO2, et moi je vous fiche mon billet qu'on va les avoir, parce qu'un jour on paniquera devant la forêt de Fontainebleau en flammes, et on se dira à ce moment-là, oh putain, crac, on en refout un coup. Bon. Donc le pouvoir politique va procéder par à-coups. J'en suis totalement persuadé, et ça sera des à-coups réglementaires. Donc de temps en temps, il y a le coup que vous n'aurez pas vu venir, et par ailleurs, le monde va connaître des catastrophes. Le Covid, c'est un avant-goût. C'est un apéritif pour d'autres trucs qui vont arriver plus tard. N'ouvrons plus de tiroir là. Restons sûrs sans regret. D'accord. On peut agir sans regret. Donc on leur dit, imaginons que le monde se durcisse là-dessus. Est-ce que vous avez un plan B de prêt pour ce genre de circonstances ? Eh bien, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous disent non seulement j'ai pas de plan B, mais ça m'intéresse d'en avoir un, donc on va travailler ensemble là-dessus. Vous avez des entreprises qui disent, nous on pense qu'on a déjà des offres qui sont du bon côté de la barrière. Alors, quand on bosse pour des gens qui tirent des trains, ils vous disent, nous on pense que s'il y avait plus de monde dans le train et moins de monde en bagnole, ça serait pas plus mal pour le CO2. Et quand vous regardez l'équation en termes d'emploi, c'est pas nécessairement mauvais. Ouais. Bon, c'est pas les emplois au même endroit, mais globalement, c'est pas mauvais. Bon. Vous avez les gens de la construction qui vous disent... On est sûr de ça, Jean-Marc ? Oui. Non, mais on est sûr que c'est mieux d'être dans le train que d'être dans une voiture qui consomme 2 litres au 100, par exemple. Si on prend tout, comme vous dites, oui, en France, système contre système, comme dit Jean-Marc Jancovici. En France, oui. Oui. En prenant tout, le ballast, les rails, tout. Une bonne partie du réseau est déjà construit. On construit quand même pas le réseau tous les 4 matins. Ouais, mais enfin, j'ai regardé le ballast, ça se renouvelle fort quand même. Oui, le ballast se renouvelle fort, mais gros caillou. Oui, mais non, mais c'est mon métier de faire les comptes, rassurez-vous. Je vous crois. C'est même mieux d'être dans un bus que dans une voiture. Ah bah oui, ça j'ai pas de doute, oui. Bah ça dépend. Les bus de la RATP en milieu de journée qui fonctionnent au diesel, non. Si on est 60 dans un bus... Voilà, mais ils vont passer à l'électricité. On n'est pas 60 toute la journée. On n'est pas 60 toute la journée. Donc, bon, mais restons parce que on est au bout là. Donc on leur dit, imaginons qu'on a des méthodes aujourd'hui à Carbone 4 pour leur dire, imaginons qu'on soit dans un monde qui baisse les émissions de quelques pourcents par an. Est-ce que vous voyez où sont les marchés qui vous sont interdits, les marchés qui s'ouvrent pour vous, etc. Donc on réfléchit à ce genre de trucs. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les gens sont déjà d'accord pour avancer parce que ils arrivent à marier l'économie et l'écologie.
Par exemple, si vous arrivez à convaincre les cadres que pour le bien de la planète, il faut diminuer la taille des voitures de fonction, vous avez à la fois fait un geste pour la planète et fait un geste pour vos comptes. Mais c'est anecdotique. C'est rien dans le. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais oui, mais moi, je vais vous dire, Jean-Marc, non, ça dépend des c'est le symbole du truc. Non, c'est qu'on ne parle que de ça, en fait. Non, ça dépend des entreprises. Si vous prenez une société de services de type banque ou assurance, vous avez deux sujets dans une entreprise comme ça. Vous avez ses placements. C'est le très très gros sujet, où est-ce qu'elle met son pognon. Voilà. Et à partir du moment où on sort ça, parce que ça doit devenir un processus instruit dans le dur, etc. Pour le reste, vous avez 3 postes qui comptent, son parc informatique, ses bureaux et ses déplacements. Donc les déplacements des cadres dans une banque, c'est pas du tout anecdotique, c'est les gros contributeurs aux voitures de fonction et à l'avion. Donc c'est pas du tout dans la partie fonctionnement interne, c'est pas du tout anecdotique. Donc vous avez... C'est 3% de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais chacun à son échelle. Après, je vous signale qu'avec ce genre de raisonnement, on ne serait jamais allé nulle part. Parce que mais c'est le cœur de notre discussion, Jean-Marc. C'est ce pourquoi vous êtes là. Vous n'avez qu'un seul pari pascalien qui peut être gagnant. Qu'un seul, c'est d'essayer. Parce que si personne n'essaye, vous êtes sûr que c'est Covid+, qui régulera le système. Parce que le système sera régulé. Donc le système sera régulé par... Il y a une petite règle de 3 qui s'appelle l'équation de Kaya, que je vous invite à regarder, que vous avez déjà lu si vous parlez de Jean-Covid dans le texte. Et cette petite règle de 3 vous dit que tout ce qui ne se fera pas comme régulation volontaire sur la sobriété et l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone se fera par contraction économique et diminution de la population subie. Alors, diminution de la population subie, il y a 2 trucs qui marchent bien, c'est la famine et la maladie. Même la guerre, ça va pas assez vite. Mais par contre, ça provoque des famines et des maladies, c'est assez efficace pour ça. Bon. Donc, si on... Jean-Marc, non, restons là-dessus, c'est le cœur du truc. C'est le cœur du truc. Je veux bien, non, mais je veux bien vous entendre, mais je veux, à ce moment-là, je veux qu'on m'impose, ou plutôt qu'on me préconise des comportements rationnels. Oui, on est d'accord. Ah non, mais si vous êtes en train de me dire aujourd'hui le gouvernement est pas raccord dans ce qu'il décide avec ce que je suis en train de vous expliquer, alors là je signe tout de suite. Vous me trouvez le papier, on est parfaitement d'accord. D'accord. Alors je vais vous donner quelques exemples là-dessus. On a déjà engagé en France, à fin 2018, 120 milliards d'euros pour développer des éoliennes et des panneaux solaires. Je dis partout que c'est une connerie énorme, que ça n'a aucun intérêt, sur aucun plan. Ça ne crée pas d'emplois parce que ça augmente les importations. Donc macroscopiquement, ça en détruit. Ça ne diminue pas le CO2 parce que le solaire fait plus de CO2 que le nucléaire. Mais, ah oui, que le nucléaire, oui. Que le nucléaire. L'éolien, c'est à peu près pareil. Donc ça décarbone pas l'électricité. Oui, d'accord. Ça n'augmente pas la sûreté nucléaire parce que contrairement à ce que tout le monde pense, on va garder le parc nucléaire en backup. C'est exactement ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont gardé le parc existant en backup. Ils ont fermé quelques centrales nucléaires et ouvert quelques centrales à gaz. Mais globalement, ils ont la même puissance installée aujourd'hui en backup qu'il y a 20 ans. Pareil. Par contre, on va moins s'en servir. Donc on va dégrader leur facteur de charge, donc on va dégrader leur rentabilité, donc on va dégrader leur sûreté. D'accord ? Donc c'est un truc de Shadok. Avec 100 milliards d'euros, moi je vous aurais doublé tout kilomètre de route en France d'une piste cyclable sécurisée. Partout en France. Le même prix. Et ça c'est efficace dans votre combat, ça ? Évidemment. Parce que vous en servez peut-être pas, mais moi qui habite en banlieue parisienne... Vaut pas mieux avec 100 milliards ? 100 milliards, vous pouvez construire une dizaine de réacteurs nucléaires. Vaut pas mieux construire une dizaine de réacteurs nucléaires avec 100 milliards ? En plus. Je dis oui, 100 milliards de plus. Là, on était sur 100 milliards qu'on a mis dans les éoliennes. Et les panneaux solaires, je vous dis, moi, je ne les aurais pas mis là-dedans. Avec 40 milliards, vous supprimiez le chauffage au fioul en France, remplaciez toutes les chaudières à fioul par des pompes à chaleur. C'était très bon pour supprimer des importations, supprimer du CO2, donc augmenter l'emploi. Juste avec 40. Hein. Après, il vous en restait 80 pour faire autre chose. Des piscines. Non, mais voilà. Donc, 8 réacteurs. En plus, effet de série, sans doute 10 ou 12. Pas que, mais il faut en faire aussi, mais pas que. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, ce sujet est géré avec un amateurisme qui est désolant. Donc le gouvernement aujourd'hui ne sait pas faire une règle de 3. Tous les gouvernements. Et tous les gouvernements. Et c'est ça qui est très perturbant. Ils n'ont pas la queue d'une sur une compréhension fine du problème à traiter. Non, mais enfin, vous l'avez dit justement. Non, je crois. Oui, c'est grave, mais je crois qu'en fait. Attendez, si vous êtes biologiste et que vous ne savez pas faire la différence entre un castor et un ver de terre, le jour où vous devez opérer un castor, c'est quand même emmerdant. Hein. Bon. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être plutôt qu'ils vendent leur compréhension pour un plat de lentilles électorales. Même pas. Mais si seulement. Si au moins ils étaient cyniques. Mais c'est même pas le cas. Ils sont juste ignorants. Si au moins ils étaient cyniques, ça serait déjà le début d'une solution. Ils sont juste ignorants. Vous l'avez testé ? Bien sûr. Ils sont juste ignorants. Bon, Macron, il n'a pas passé 5 heures à se documenter sérieusement sur la physique sous-jacente du sujet.
Donc il a reçu Greta Thunberg, très bien, mais il n'a pas passé 5 heures à regarder la physique sous-jacente. Bon, on est au bout, Jean-Marc, et donc comme on a eu une discussion assez libre, je vais dire, on n'a pas le cul sorti des ronces quand même. Non, mais je vais revenir au thème de votre chaîne. Je pense que c'est une mesure sans regret pour n'importe quelle entreprise. Je vais faire un peu mon autopromo. Ah, mais il faut, allez-y. De mettre quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros dans du jus de cerveau pour comprendre où sont ses marges de manœuvre, où sont ses impasses, et comment est-ce qu'elle peut naviguer au mieux. Parce que ça, il ne s'agit pas de sauver la planète, c'est juste une mesure de sauvegarde qu'on attend de n'importe quel chef d'entreprise, normalement cortiqué. Oui, vous avez raison. Et parce que, comme vous l'avez dit, de toute façon, à un moment, ça nous rattrapera. Et de toute façon, à un moment, ils on auront est plus déjà le choix. en train d'être rattrapé partiellement, et plus on attend, et plus ça va faire mal. Non, et les politiques n'auront plus le choix, et là, seront bien obligés à un moment quand même de se documenter et de comprendre. Où ils sautent, où il n'y a plus de Ils seront démocratie. remplacés. Ah oui, il n'y a plus de démocratie. Vous savez, la démocratie n'est pas un système éternel. Il n'y a nulle part dans les lois de la physique, il est écrit, c'est un système éternel. Et l'histoire nous apprend Bah voilà, les amis. qu'il faut quand même se méfier un peu. Merci, Jean-Marc. Voilà, c'est histoire de se mettre en joie pour le week-end, les amis. Jean-Marc Jancovici était notre invité sur Bismart.